Bienvenue à ce journal. Le président de la République de Guinée-Conakry, Mamadi Doumbouya, se félicite de l'excellence des relations entre son pays et le Rwanda. Indication faite au terme de la visite du président Paul Kagame à Conakry. Retour en bref sur les relations entre le Rwanda et la Guinée-Conakry, ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Sur son compte X, le président guinéen Mamadi Doumbouya a écrit, je cite, « J'ai l'honneur d'accueillir à Conakry mon frère et ami, son Excellence M. Paul Kagame, président du Rwanda. Cette nouvelle visite, et non après la première, témoigne de l'excellence des relations de fraternité et d'amitié entre nos deux nations et renforce le rapprochement entre Kigali et Conakry. Durant ce bref mais significatif séjour, nous avons eu l'immense privilège de rencontrer Adja André Touré, veuve du premier président de la Guinée indépendante, Feu Ahmed Sékou Touré. Cette rencontre, empreinte de symboles et d'émotions, est un rappel poignant de notre riche héritage et de l'esprit de patriotisme qui nous anime. La poignée de main chaleureuse entre le président Paul Kagame et Adja André Touré, ainsi qu'entre moi-même et l'ancienne première dame, symbolise notre engagement commun à puiser dans les enseignements du passé pour relever les défis contemporains. Ce moment fort de la visite d'amitié du président rwandais est une invitation à découvrir notre nation sous le prisme de nos pères fondateurs et à s'inspirer de leur vision pour bâtir un avenir prometteur. Restons unis et déterminés à poursuivre nos actions sur cette voie de coopération et de développement pour le bien de nos peuples respectifs. » Fin de citation. Pour les observateurs, la coopération du Rwanda avec les pays ouest-africains est d'une importance particulière vu les opportunités d'investissement dont regorge la région. L'Afrique de l'Ouest a une croissance économique très importante. C'est une région qui a un certain dynamisme dans le domaine des affaires. Il y a tellement d'opportunités dans différents secteurs que je peux citer le secteur numérique, le secteur du tourisme, le secteur de l'immobilier, le secteur aussi de l'agriculture. Ce sont vraiment des domaines qui sont en cours de développement. Pour les opérateurs privés rwandais, la vision du Rwanda et du président Paul Kagame en particulier est une excellente opportunité que les opérateurs rwandais doivent savoir exploiter pour le bien de leurs affaires et du pays en général. La visite du président de la République, c'est pour nous un message très fort qui nous invite. Il nous précède pour nous ouvrir les portes. Et c'est à nous de saisir cette occasion, cette opportunité et de commencer à s'engager avec les pays de l'Afrique de l'Ouest. Si le Rwanda a pris le devant dans l'accélération de l'intégration africaine en allégeant les conditions d'obtention de visa, le chemin reste encore long pour voir tous les pays africains s'ouvrir aux échanges inter- et intra-africains. L'Afrique d'aujourd'hui est en train de vivre un certain changement. Le secteur privé africain est appelé à travailler ensemble. Mais c'est vrai, il y a une réalité qui est toujours un frein à pouvoir améliorer les échanges commerciaux. C'est la circulation des personnes, où il y a des pays qui n'ont pas encore supprimé les visas. Le Rwanda a déjà montré l'exemple de supprimer les visas. Mais pour certains pays, ce n'est pas le cas. Et ça, c'est toujours un frein de pouvoir circuler dans ces pays-là. Il y a aussi l'exemple aussi de la circulation de biens, où il y a des difficultés à faire entrer des marchandises venant d'un pays à un autre, alors qu'il est très important que certaines charges soient vraiment allégées et supprimées. Il y a ces défis-là que le secteur privé ne peut pas travailler seul, où l'engagement politique est aussi très important pour y arriver. Depuis 2020, le Rwanda a mis en œuvre un nouveau régime de visa qui témoigne de sa vision d'une Afrique sans frontières, où une coopération sud-sud est mise à l'honneur. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Sanda Ojiambo, a chargé de diriger la plus grande initiative de développement durable des entreprises au monde en créant des partenaires stratégiques nécessaires pour produire un impact et promouvoir l'action au niveau local et mondial. Est à Kigali pour s'entretenir avec les hauts dirigeants des instances étatiques et privées afin d'examiner ensemble les mécanismes à mettre en place pour aider ces instances à mettre en exécution les objectifs durables et de manière à satisfaire la population.
Les ex-combattants qui se sont désolidarisés du groupe FDLR se félicitent de leur choix de rentrer au Rwanda et de leur pleine intégration dans la société rwandaise qui leur a ouvert une voie vers le développement. Cela intervient au moment où le Rwanda compte aujourd'hui plus de 12 000 ex-combattants qui ont quitté le groupe FDLR en République démocratique du Congo. Jean Damascène nous en dit plus. Wenceslas Nizeyimana était colonel au sein du groupe FDLR qui combat le gouvernement rwandais depuis l'est de la République démocratique du Congo. 12 ans après avoir regagné son pays, il est loin d'oublier les difficultés rencontrées en exil. Après avoir fui le pays, nous avons fondé les FDLR. J'ai dirigé un bataillon et après, j'ai été commandant adjoint d'une brigade. Longtemps après, en avril 2011, j'ai trouvé que la situation s'empirait au sein des FDLR et c'est ainsi que j'ai pris la décision de rentrer au Rwanda, surtout que mon épouse était rentrée 2 ans avant. Une fois arrivé au Rwanda, j'ai été bien accueilli. Rentrer au Rwanda depuis les forêts de la République démocratique du Congo est une décision hasardeuse et beaucoup décident de rentrer au risque de leur vie, comme le dit Vestine Uwizeyimana, épouse d'un ancien combattant FDLR. Mon mari était membre des FDLR. En rentrant, j'ai très peur. Je craignais beaucoup pour ma vie, mais l'accueil qui m'a été réservé m'a rassurée. La commission rwandaise de démobilisation dénombre à présent plus de 12 500 anciens combattants rentrés des forêts de la République démocratique du Congo, dont une centaine de femmes et plus de 200 enfants. Pour le moment, nous venons effectivement de démobiliser plus de 12 457 adultes, donc y compris 12 322 hommes et 135 femmes adultes. Mais aussi, et malheureusement, les groupes armés ont la mauvaise habitude de recruter les enfants et de les enrôler dans les groupes armés. Et si bien que chaque fois qu'il y a des rapatriements, nous recevons aussi des enfants. Donc les gens qui ne sont pas majeurs, qui n'ont pas atteint l'âge de majorité, si bien que nous avons même un centre spécifique pour les enfants soldats. Et jusqu'aujourd'hui, nous venons de recevoir ou d'accueillir 387 enfants soldats, dont 340 garçons et 47 filles. Il est vrai que tous les jours, nous assistons à un rapatriement des gens qui proviennent de ces groupes armés. Et lorsqu'ils ont la chance de voir par où passer. Et initialement, comme nous avions l'habitude de collaborer avec la MONUSCO, c'était très facile pour nous de recevoir tous les jours les gens qui proviennent des groupes armés. Mais ces derniers temps, c'est difficile, si bien que, par exemple, pour le moment, nous n'avons que 14 ex-combattants qui proviennent de la République démocratique du Congo. Mais ils sont en train de nous aider et en même temps que ceux-là qui ont été démobilisés et réintégrés dans la société, ils sont en train de nous aider pour faire appel à ceux-là qui sont restés dans les forêts pour qu'ils déposent les armes et rentrent au pays. Après une formation de 3 mois, les ex-combattants regagnent la vie civile et certains d'entre eux, comme le colonel Nizeyimana, peuvent avoir la chance de trouver l'emploi comme agent de l'État. L'État a continué à me soutenir. J'ai été envoyé en mission onusienne de maintien de la paix en Centrafrique comme policier onusien. J'ai passé 1 année et demie, ce qui a amélioré ma situation économique. J'ai envoyé mon fils étudier à l'étranger. Il termine sa licence en Chine. Intégrés dans la société, les anciens combattants cohabitent avec les citoyens ordinaires. Après les suspicions du début, leur cohabitation devient finalement harmonieuse. J'ai commencé ce travail en 2018. Nous cohabitons bien. Il m'a aidé à éviter le chômage. Avec ce travail, j'ai pu me construire une maison et j'ai fondé une famille.
La présidente de la Commission rwandaise de démobilisation et de réintégration estime que la réintégration des ex-combattants est un long processus. C'est vraiment l'occasion pour moi de remercier sincèrement son Excellence, Monsieur le Président de la République, parce que la structure ou bien l'organigramme de cette commission a prévu des gens qui sont chargés du rapatriement et qui sont positionnés aux frontières entre le Rwanda et la RDC. Et si bien que nous avons pour le moment 2 officiers de rapatriement qui sont chargés de rapatrier les ex-combattants. Et l'un d'eux est positionné à la frontière Rubavu-Goma et l'autre opère à partir de Bukavu-Rusizi. Donc tous ces gens-là que nous recevons, qui viennent de la République démocratique du Congo, la majorité d'entre eux passent par les 2 frontières. Donc à la frontière, on commence quoi? C'est la réception. Mais nous parlons de vraie réception lorsque nous les accueillons à Mutobo, donc au centre de Mutobo, au centre de démobilisation de Mutobo. C'est là où ils sont reçus et puis normalement lorsqu'ils arrivent, la majorité d'entre eux sont vraiment traumatisés. Non seulement à cause des informations négatives qu'ils reçoivent lorsqu'ils sont dans les forêts, mais aussi parce qu'ils changent de milieu. Ils viennent d'un milieu, je dirais, désordonné, chaotique. Tous les jours, donc insécurisé. Tous les jours, ils courent, ils sont en train de courir, ils ne mangent pas. Et ils entrent dans un milieu qui est très sécurisé, qui est très ordonné, qui est très organisé et qui a vraiment un peuple très accueillant. Cette réception suivie de la démobilisation et de la réintégration des ex-combattants qui ont quitté les forêts de la République démocratique du Congo témoigne encore une fois la détermination du gouvernement du Rwanda de bâtir un pays prospère sur base de l'unité de la réconciliation où tous ces fils et filles jouissent des mêmes droits. Les femmes engagées dans l'extraction minière au Rwanda se réjouissent de leur satisfaction quant à l'égalité et des opportunités professionnelles, affirmant que cette approche leur offre des perspectives équitables pour contribuer au développement professionnel et socio-économique du pays. Le récit de Charlène Foula. À l'intérieur de la mine de Gifurgwe à l'ouest du Rwanda, hommes et femmes travaillent ensemble, défiant les stéréotypes traditionnels selon lesquels le travail minier serait réservé aux hommes. Jeannette, une mère rwandaise travaillant dans cette mine depuis 10 années, partage son enthousiasme pour le fonctionnement de l'entreprise et la manière dont elle offre un environnement propice à l'épanouissement des femmes en tant que mère et professionnelle. Je viens de faire 10 années dans le travail minier et je peux témoigner des changements positifs que j'ai observés. Lorsque j'ai commencé ce travail, concilier mes responsabilités de mère avec les exigences du métier était extrêmement difficile. Cependant, grâce à l'organisation mise en place, nous avons désormais accès à une association de garde qui prend soin de nos enfants pendant que nous sommes au travail. Cette initiative nous soulage grandement et nous permet de nous concentrer pleinement sur notre travail tout en assurant le bien-être de nos familles. Je suis particulièrement heureuse dans mon emploi car il me permet de subvenir aux besoins de ma famille de manière satisfaisante. En effet, lorsque le travail se déroule bien, je peux gagner jusqu'à 50 000 francs rwandais par jour, à raison d'au moins 100 pierres extraites. Cette stabilité financière me procure une grande satisfaction et me motive à continuer à exceller dans mon travail en tant que femme. En mettant en œuvre des politiques et de programmes axés sur l'égalité de sexe, la mine de Gifurgwe joue un rôle majeur dans la réduction des écarts de genre et la promotion d'une culture inclusive et diversifiée pour le développement durable du pays, comme l'indique le directeur de cette mine. Depuis que les femmes ont pu avoir accès à ce genre de travaux qui étaient vraiment des... Au début, tout le monde disait que ce sont des travaux qui demandent un peu de force, mais les femmes ont quand même pu le faire. Et ils ont pu le faire, et le faire très bien, parce que quand vous voyez comment ils font, c'est avec beaucoup d'attention. Et les résultats sont très bons, comme vous m'aviez demandé, les résultats sont très bons, surtout qu'on a toujours confiance aux femmes. Chez nous, les femmes de là,
ne déplacent pas. Ils sont très corrects et ça nous permet de garder toute la protection. Le processus d'engager les femmes dans le secteur minier, c'est un processus que j'ai dit approché après avoir vu que le gouvernement rwandais encourageait le sexe féminin dans tout le secteur. Alors j'en ai fait comme un challenge, ou surtout que là où j'ai travaillé, c'est dans un milieu où les femmes restaient toujours dans la maison et s'occupaient un peu des travaux des champs, ou peut-être des fois de petits travaux un peu dans l'administration. Malheureusement, il n'y en a pas assez. Mais quand j'ai abordé les femmes et les filles, j'ai trouvé que c'était un peu difficile au début parce que la culture ne leur permettait pas, surtout le port de salopettes, des bottes. C'était vraiment un peu un challenge, mais ils ont appris. Heureusement, les gens de cette région apprennent facilement. Récemment, la mine de Gifurgwe a été honorée d'un certificat par le Bureau de surveillance de l'égalité des sexes au Rwanda, témoignant de son engagement envers l'égalité des sexes et de la réussite de ses initiatives en ce sens. Cette reconnaissance s'inscrit dans la vision globale du Rwanda, qui place la question de l'égalité des sexes au cœur de son agenda de développement. Le pays reconnaît que l'inclusion des femmes dans tous les secteurs du travail est essentielle à la croissance et au développement durable de la nation. Charlène Furaha pour la télévision rwandaise. Les rescapés du génocide contre les Tutsis en district de Rutsiro et Ruavu indiquent que le fait d'ignorer leurs biens spoliés et endommagés pendant le génocide perpétré contre les Tutsis a aidé à atténuer la suspicion de ceux qui leur avaient causé du tort et a aplani la voie à l'unité et à la réconciliation. Les détails. Après que l'armée du Front patriotique rwandais Inkotanyi ait arrêté le génocide perpétré contre les Tutsis, l'une des équations auxquelles le pays devait trouver de solutions consistait à favoriser un climat de cohabitation exempt de peur de l'autre et de suspicion. L'une d'elles furent les juridictions populaires Gacaca. Les Rwandais ont été sensibilisés à l'unité et la réconciliation et ceux qui ont perdu des proches ont été invités à pardonner et ceux qui ont exécuté le génocide, spolié des biens et endommagé d'autres ont été sanctionnés et exhortés à avouer leur culpabilité et demander pardon. Les rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis indiquent que pour le bien du pays, ils ont accepté d'ignorer leurs biens qui ont été endommagés ou spoliés et sont heureux que le pardon qu'ils ont accordé a porté des fruits et que la cohabitation des Rwandais est satisfaisante. Avant que je ne leur accorde pas de pardon, ils fuyaient lorsqu'on s'est rencontrés, mais après, nous avons bien cohabité et ils trouvent que nous sommes unis et qu'ils ne devraient plus avoir peur de moi. Il y a beaucoup de rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis qui même aujourd'hui sont prêts à pardonner à ceux qui leur ont fait du mal, mais ils ont attendu en vain. On pardonne à celui qui vient à vous et non à celui qui ne vous approche pas. Je crois que ce n'est pas à moi d'aller chercher celui qui a besoin de mon pardon. C'est aussi bien pour nous, mais si on ne voit personne faire le premier pas, et je ne comprends pas comment je pourrais aller le chercher et lui dire que j'ignore tout et que je lui pardonne. Dieu nous a fait grâce en nous accordant un bon leadership. Les blessures sont guéries. En fait, je demanderais qu'on ignore les biens endommagés. Certains parmi ceux qui ont exécuté le génocide perpétré contre les Tutsis indiquent que ce n'est pas par refus qu'ils ne paient pas les biens qu'ils ont endommagés, mais qu'il s'agit de manque de moyens et d'attendre qu'ils puissent au moins rembourser ne fût-ce qu'une petite portion des biens détériorés et s'appuyer sur cela pour demander pardon. Ne pas demander pardon, c'est parce que je craignais me mettre devant eux sans avoir rien pour réparer les dommages matériels commis.
Le district de Rubavu indique que pour poursuivre le processus de cohabitation, des efforts devraient être davantage déployés dans la sensibilisation de ceux qui ont participé au génocide à avouer leur culpabilité et demander pardon. On ne peut pas obliger quelqu'un à demander pardon comme on ne peut pas pour qu'on en accorde. C'est bien qu'on le fasse consciencieusement et c'est ce qui est important. Le dernier procès devant la juridiction populaire Gachacha en district de Rubavu s'est déroulé l'année dernière. 70% des procès en cette juridiction ont été clôturés suite au pardon que les rescapés du génocide ont accordé à ceux qui ont commis le génocide. En district de Rutsiro, parmi plus de 400 procès de crimes de génocide, il reste encore 19 à juger. Différents programmes visant l'unité, la réconciliation et la résilience ont en effet contribué à ce que les gens se sentent libérés et que certains accordent le pardon et que d'autres en sollicitent. Les enseignants de l'université sont appelés à poursuivre leur formation et adaptation à l'utilisation des nouvelles technologies dans l'intelligence artificielle car il n'y a pas de retour possible en arrière. Cet appel a été lancé ce mercredi à l'issue de 3 jours de conférences internationales qui examinent les changements nécessaires dans le secteur éducatif qui se tenait à Kigali. Les détails avec Patrick Niridandi. La conférence internationale qui examine les changements nécessaires dans le secteur éducatif a clos ses travaux ce mercredi en invitant les acteurs dans le secteur éducatif à participer activement aux changements qui s'opèrent dans la manière de dispenser les cours avec l'introduction de plus en plus marquée de l'intelligence artificielle. Le professeur Wenceslas Nzabalirwa, professeur à l'Université du Rwanda, a expliqué qu'enseigner à l'aide de l'intelligence artificielle est l'un des points forts de l'éducation du futur. Seuls les enseignants montrent que la formation devait être ajoutée à ce sujet. Nous avons abordé beaucoup d'aspects. L'un d'entre eux est l'intelligence artificielle. C'est une nouvelle technologie qui doit être intégrée dans le système éducatif, dans le système d'enseignement-apprentissage et d'évaluation. On ne peut pas penser qu'avec l'intelligence artificielle, les enseignants vont se reposer parce qu'il y a des tâches que l'intelligence artificielle leur a aidé à effectuer. Non. Plutôt, l'intelligence artificielle leur donne plus d'exigences, leur demande beaucoup plus, parce qu'ils doivent voir comment exploiter à bon escient ou bien les facilités que l'intelligence artificielle leur a offertes. Nous avons aussi abordé des questions relatives toujours sur la qualité de l'enseignement, mais comment continuer à maintenir cette qualité dans un monde où il y a beaucoup de médias, beaucoup de technologies. Le chef du département de l'éducation à l'Université du Rwanda, professeur Nsangamwimana Florien, a expliqué l'importance de cette formation à l'intelligence artificielle car les processus actuels est irréversible. L'intelligence artificielle, c'est une technologie qui avance très vite et en effet, c'est une technologie qui est très récente, mais qui vient de changer la façon dont nous élaborons nos curriculums, nos leçons que nous donnons aux étudiants. C'est un outil incontournable dans le monde actuel. En tant qu'étudiant, en tant qu'enseignant, on a besoin de cet outil. Mais ce qu'on a constaté,
c'est que les enseignants sont avancés par cette technologie. Alors, il faudra qu'on prépare nos enseignants au travers des formations continues pour qu'ils puissent acquérir des compétences leur permettant d'utiliser cet outil. Dans le contexte de l'amélioration de la qualité de l'éducation, de la formation des enseignants, dans le but de leur rendre plus professionnels, la technologie reste un moteur de l'éducation et l'innovation dans l'enseignement. La formation continue sont quelques-unes des priorités de la conférence. Cette conférence a réuni à Kigali des professeurs d'université et des chercheurs de 15 pays et c'est la deuxième fois que le Rwanda reçoit cette réunion grâce à la collaboration avec la fondation Mastercard. Et c'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Merci de l'avoir suivi. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé ce journal, je vous donne rendez-vous prochainement à la même heure. Bye bye.